Il est 13h30 à Paris. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 dans ce journal de la Coupe du Monde. Avec vous, Cérine Bay, bonjour. Bonjour, 3 Nina. matchs à débriefer aujourd'hui avec vous donc et notre consultant Hervé Kouamo. Avec nous également Valentin Cacheux. Bonjour à tous les trois. Cérine, vous allez d'abord revenir sur l'élimination de l'Algérie tout à l'heure face à la Suisse en 16e de finale. Et oui, les Fennecs battus 2-0 par l'Anati, des Fennecs transparents qui n'ont pas su se montrer dangereux. Ce qu'on retiendra aussi, c'est la retraite internationale de Riyad Mahrez. Il l'a annoncé tout à l'heure après le match. Le Portugal également à la une, qui a eu chaud, mais il est parvenu à se hisser en 8e. Oui, c'est la Croatie qui a d'abord ouvert le score avant que les Portugais ne parviennent à égaliser, puis à passer devant dans les arrêts de jeu. On reviendra sur ce but en toute fin de match des Croates, signalé hors jeu. Et puis l'Espagne qui s'est illustrée hier soir face à l'Autriche, Cérine. Oui, 3-0 pour la Roja qui a pu profiter d'un doublé de Mikel Oyarzabal et d'une équipe en face qui n'a rien montré. Aucun tir cadré pour l'Autriche sur toute la rencontre. Voilà, on parle de tout ça dans quelques instants, juste après le générique. On commence donc avec cette nouvelle élimination d'une sélection africaine en 16e de finale de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est l'Algérie qui n'a rien pu faire face à la Suisse. Oui, les Fennecs qui d'entrée ont été punis dès la 10e minute par Brel Mbolo, puis dès le retour des vestiaires à la 46e minute par Dan Ndoye. Les Algériens ont été inoffensif durant toute la rencontre, beaucoup trop tendre en défense et la Nati en a largement profité. Elle a été réaliste et c'est ce qui lui permet de se hisser en 8e de finale. Elle affrontera le vainqueur de ce match qui opposera la nuit prochaine le Ghana à la Colombie. Hervé Kouamo, je me tourne vers vous. J'aimerais qu'on parle quand même de cette performance de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je l'ai trouvée transparente, l'Algérie, aujourd'hui. Il fallait ne pas encaisser de but et essayer de tenir le plus longtemps possible pour permettre justement à ces jeunes talents offensifs encadrés par la vieille garde, entre guillemets, d'apporter cette victoire en fin de match. Mais ils ont mal commencé chacune des mi-temps et derrière, ils n'ont rien pu proposer. Donc c'est une élimination quelque part logique et j'allais dire que ça ressemble un peu à leur tournoi où ils n'ont jamais su faire profiter leur force offensive. Donc ils ont eu de grosses lacunes défensives, ils ont dû changer de gardien et malgré tout ça, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui, qu'ils sont éliminés contre la Suisse. En tout cas, on a eu l'impression que la Suisse n'a même pas eu à pousser pour l'emporter. Quand vous marquez très tôt, vous n'avez plus à faire le jeu et donc en face, s'il y avait une incapacité algérienne à aller chercher quelque chose, à mettre de la vitesse, à changer de rythme, c'était très 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 difficile. C'est un match assez pourri, faut le dire, pardon pour l'expression, mais on peut le dire. mais c'est des matchs, c'est le genre de match compliqué à regarder jusqu'au bout et ensuite en deuxième mi-temps, dès l'instant où la Suisse a marqué un deuxième but, c'était fini. Donc, mais c'est vrai que la Suisse avait quand même plus de force offensive. Le petit Manzambi, je trouve qu'il les a surpris. Il avait cette force, cette vitesse, cette capacité de création sur lesquelles les Algériens n'ont jamais su trouver les ressources pour le bloquer, quoi. En tout cas, après le match, on a appris la retraite internationale de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, avec l'Algérie, c'est 39 buts en 113 sélections. Quelle trace il va laisser, Riyad Mahrez? Déjà, pour moi, c'est un grand capitaine. Il ne faut pas oublier que c'est le capitaine qui a soulevé la deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'est aussi le symbole d'un changement dans le football parce que l'Algérie a 2 titres de Coupe d'Afrique. Un en 90 qui était plutôt porté par des joueurs qui jouait en Algérie, et celui de 2019 qui est porté par des joueurs essentiellement de diaspora. Et donc Riyad Mahrez a été un petit peu ce symbole de ces joueurs de diaspora qui apportent la renaissance du football national algérien. Malheureusement pour lui, la Coupe du Monde n'aura pas été la compétition dans laquelle il a le plus brillé, même s'il a marqué 2 buts contre l'Autriche. Ça aurait été bien que ces 2 buts permettent une victoire pour solder un contentieux historique qui date de 82.
En tout cas, c'est une nouvelle équipe africaine qui est éliminée. Ça commence à faire beaucoup, là. On va se dire que autant sur les 16e de finale, autant quand on arrivait à 32, l'Afrique était au-dessus des standards habituels, autant en 8e de finale, on risque d'arriver au seul représentant ou éventuellement à 2, mais c'est en général, il n'y a qu'en 2014 qu'il y a eu 2 représentants, mais sinon, en règle générale, l'Afrique a un représentant en 8e, donc a priori, on est reparti pour respecter ce quota. On aura peut-être le Ghana, l'Égypte, on en reparlera un petit peu plus tard. Et un peu plus tôt, le Portugal, Sérine, affrontait la Croatie. C'était le choc de la nuit aussi. Oui, dans un match qui n'a pas forcément tenu toutes ses promesses. Soyons honnêtes, on s'est beaucoup ennuyé durant la première mi-temps. Pour vous donner une idée, durant les 45 premières minutes, aucun tir cadré pour la Croatie, tandis que le Portugal n'a tiré qu'une seule fois vers les cages. Il faudra attendre la 53e minute pour voir les Croates ouvrir le score. Une reprise d'Ivan Perisic sur un centre de Josip Stanisic, ça relance le match, mais c'est finalement un penalty qui permettra aux Portugais d'égaliser, un penalty transformé par Cristiano Ronaldo, CR7, qui marque pour la première fois en match à élimination directe dans une Coupe du Monde. Imaginez-vous, le capitaine est ensuite sorti, remplacé par Gonçalo Ramos, un changement qui sera payant, puisque Ramos donne la victoire à sa sélection dans les arrêts de jeu à la 94e minute. On se dit que le match est plié, mais non, puisque Josko Gvardiol égalise, mais le but est finalement refusé après consultation de la VAR en raison d'un hors-jeu. Alors on va en reparler de ce hors-jeu, cette décision elle a beaucoup fait parler puisque ce hors-jeu il a été signalé à cause d'une déviation du bout des cheveux d'Igor Matanovic décelé par le capteur situé sur le ballon. Alors, y avait-il hors-jeu ou pas? Pour les Croates, il est clair que non. On va écouter le milieu de terrain, Pitar Sušić. L'arbitre a dit qu'il ne nous avait pas vu toucher le ballon. Il a dit qu'il avait un capteur sur le ballon. Et il a pris cette décision. Mais je ne comprends pas. C'est très difficile à expliquer. On espère en tout cas que quelqu'un nous expliquera. Alors Hervé, hors-jeu ou pas hors-jeu? Je pense que la technologie finit par tuer le jeu parce que quand on commence à aller chercher un processeur pour définir si quelqu'un a touché le ballon ou pas, signifie qu'en fait même la philosophie du jeu n'y est plus parce qu'en réalité le hors-jeu c'est censé punir des joueurs qui tirent avantage d'une position qui les avantage. Là si on en arrive à déjà tout ce qui était hors-jeu par la vidéo, c'était moi je trouvais que c'était parce qu'un pied ou une main, une épaule, c'est compliqué à définir parce qu'un joueur n'a pas de nano-millimètres dans ses yeux, il ne sait pas exactement où il est situé. Là, franchement, pour moi, c'est vraiment la victoire de la technologie, c'est changement de règles. Je trouve que, et puis ça met un temps fou pour définir. C'est un peu dommage, heureusement que les Croates n'ont pas fait un scandale, mais non, pour moi, on ne devrait pas siffler ce genre de hors-jeu, puisque si ce n'est pas vu à l'œil humain, si ce n'est même pas vu par la télévision, il faut qu'on arrête à ce niveau-là, sinon ce sera bientôt des machines qui vont jouer au foot. Alors on notera tout de même dans ce match le premier but en match à élimination directe en Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Je vous propose d'écouter notre envoyé spécial à Toronto, Cédric Ferreira. Sortez les mouchoirs, une légende du football mondial a sans doute disputé son tout dernier match en Coupe du Monde ici à Toronto, au Canada. Je vous parle du milieu croate Luka Modric, ancien ballon d'or, ancienne star du Real Madrid, qui a donc été éliminé par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Victoire 2-1 des Portugais en 16e de finale après un match où il y a eu un suspense insoutenable dans les dernières rencontres. Et ce sont les supporters croates que vous venez de voir qui sont rentrés déçus, car d'abord il y avait eu cette première période assez terne, très peu d'occasions, très peu de rythme. Et puis en deuxième période, le match s'est emballé après le but d'Ivan Perisic, le Croate, qui a marqué à la 53e minute. Le sélectionneur portugais Roberto Martinez a alors tenté un coup de poker, 4 changements d'un coup. Cela a eu des effets immédiats puisque le Portugal, en milieu de deuxième période, s'est procuré un penalty. Et qui d'autre que Cristiano Ronaldo pour le transformer. Évidemment que la star portugaise a égalisé. Il a marqué son 3e but dans cette Coupe du Monde. On a alors assisté à un match totalement débridé, les occasions de part et d'autre. Et puis Roberto Martinez qui a même tenté un coup de poker tactique en sortant Cristiano Ronaldo à 10 minutes de la fin du match. C'est très rare de voir Ronaldo quitter le terrain avant la fin du temps réglementaire, mais cela a eu aussi un effet
puisqu'à la 4e minute du temps additionnel, 94e minute, Gonçalo Ramos était sorti du banc de touche pour marquer le but de la victoire du Portugal. Il a tenu le même rôle au Paris Saint-Germain et il a été efficace aussi au Portugal. La Croatie aura tout de même des regrets en ayant cru arracher l'égalisation dans le temps additionnel, mais finalement c'était une position de hors-jeu. 3 buts refusés d'ailleurs aux Croates dans cette rencontre, forcément frustrés. Le Portugal lui continue l'aventure et va affronter l'Espagne en 8e de finale, puisque plus tôt dans la journée, la Jora s'était facilement qualifiée après une victoire 3-0 contre l'Autriche grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et un but de Pau Ferro. L'Espagne qui a convaincu face à l'Autriche et ça promet un choc entre ibérique explosif lundi prochain. Alors on l'a vu Hervé, Cristiano Ronaldo a été remplacé en fin de match par Gonçalo Ramos et ce choix du sélectionneur, eh bien, il a payé. Oui, et c'est assez rare que Cristiano Ronaldo soit sorti pour être signalé parce qu'en règle générale, il essaie d'aller toujours jusqu'au bout pour à la fois parce qu'il n'est pas sorti, pour ses statistiques. Et là, il est sorti alors que le résultat n'avait pas été acquis. Donc je pense qu'il a dû penser à la Coupe du Monde 2022. Dans les mêmes circonstances, Gonçalo Ramos avait fini par prendre sa place. Donc là, je pense qu'il a forcément pensé, mais en réalité, c'est aussi un bon choix pour Martinez parce qu'on dit toujours qu'il n'a pas d'ambition, qu'il se laisse dominer par Cristiano. Et là, d'avoir fait ce choix, c'est un choix fort. C'est un choix fort, c'est ça? Oui, c'est un choix fort. Et puis, il a été récompensé parce que Gonçalo Ramos, c'est un joueur qui ne fait pas de vagues, qui est remplaçant souvent et qui a cette capacité d'entrer et de faire la différence dans des temps très courts. Oui, dans des temps très très courts. Il arrive en 5 minutes, en 10 minutes et ses buts sont toujours forcément importants puisque soit ils permettent une égalisation, soit ils permettent de gagner la partie. Alors on retiendra 2 images, Cérine, durant ce match. Oui, d'abord celle de Luka Modric, Ballon d'Or en 2018, qui jouait certainement son dernier match en Coupe du Monde. On l'a vu avant la rencontre enlacer son coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo. La légende madrilène et croate n'a pas encore annoncé sa retraite internationale, mais à 40 ans, on imagine qu'elle est proche. On rappelle que Luka Modric, c'est 6 trophées de Ligue des Champions, un Ballon d'Or, une finale de Coupe du Monde, c'était en 2018, on s'en souvient nous ici très bien, et une demi-finale en 2022 face à l'Argentine, futur champion. Un très beau palmarès pour un milieu de terrain qui aura marqué l'histoire du football. Hervé, un mot sur Luka Modric et cette sélection croate, est-ce qu'elle est en fin de cycle ? Je ne dirais jamais que la sélection croate est en fin de cycle parce qu'ils savent se renouveler souvent. Mais Luka Modric, je trouve que c'est un super joueur et qui a aussi su changer parce que c'était un petit Mozart au début de sa carrière qui jouait plutôt milieu offensif dans le dernier tiers du terrain et qui a su reculer pour continuer à 40 ans à avoir des performances d'un très haut niveau. Franchement, ça a salué. Il n'a pas duré pour durer, il a été performant jusqu'au bout et même hier dans son match, il a été bon. Après, pour la Croatie devra se chercher de nouveaux leaders, mais je pense que c'est une sélection sur laquelle il ne faut jamais dire jamais, puisque c'est un petit pays, mais pour lequel le football est tellement important qu'a priori, ils peuvent avoir une bonne formation dans les 2 et 4 années arrivées. Alors l'autre image sur laquelle je voulais qu'on s'attarde un petit peu, c'est cet hommage qui a été rendu après le match à Diogo Jota, décédé il y a 1 an, jour pour jour, dans un accident de voiture en Espagne. Après leur victoire, les Portugais ont donc rendu hommage à leur coéquipier. Très ému, Cristiano Ronaldo a rassemblé tout le monde sur la pelouse et il a posé avec un maillot floqué 21. C'était le numéro de Diogo Jota, qui aurait très certainement fait partie de cette sélection s'il avait été là. Et à Lisbonne aussi, dans la fan zone, les spectateurs ont tous allumé la lumière de leur téléphone à la 21e minute du match pour rendre hommage à l'ancienne star de Liverpool et de la sélection portugaise. Et on le sait, les décès, aussi dramatiques soient-ils, peuvent souder un groupe. Hervé, est-ce que c'est le cas ici avec le Portugal ? Oui, je pense que c'était quelqu'un qui avait une vraie importance dans le groupe et son décès l'année dernière avait marqué vraiment à la fois dans son club et puis au Portugal. Et ils ont même dit qu'ils essaieraient de gagner pour lui. Après, c'est vrai que c'est l'un ou l'autre en fait. Ça peut être, ça fait le lien, ça crée un vrai lien entre les joueurs. Maintenant, est-ce que ce sera une chape de plomb au bout d'un moment? On ne sait pas, mais dans tous les cas, ça se voyait qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions hier parce que c'était vraiment le jour anniversaire et c'était pour ça aussi qu'ils voulaient gagner. Les Portugais qui défieront l'Espagne en 8e de finale, Cérine.
Oui, l'Espagne qui s'est facilement défait de l'Autriche hier soir, un peu plus tôt dans la soirée. 3-0 pour la Roja qui n'a pas du tout tremblé. Un doublé de Mikel Oyarzabal à la 36e et à la 89e. Et un très beau but de la tête de Pedro Porro à la 66e minute après un beau mouvement collectif. C'est peut-être le match référence de l'Espagne durant cette Coupe du Monde. On avait été un peu déçus de sa phase de poule. Hier, elle s'est rassurée. Elle signe sa première victoire à élimination directe depuis 2010, l'année où elle avait fini championne. C'est à souligner, même si en face, soyons honnêtes, l'Autriche n'a pas montré grand-chose. Elle n'a pas été du tout inquiétante. Aucun tir cadré sur toute la rencontre. On notera du côté de l'Espagne la très bonne performance de Marc Cucurella, côté espagnol, donc impliqué sur les 3 buts. L'Espagne a fait le travail et on va écouter sa star, Lamine Yamal. Je pense qu'on peut encore prendre en maturité dans notre jeu, dans notre intensité, dans chaque aspect. Mais on est bien conscient des qualités qu'on possède. On n'a peur d'aucune sélection. On est l'Espagne. On doit montrer qui on est sur le terrain, mais on a confiance en nous. Hervé, Lamine Yamal dit qu'il n'a peur d'aucune autre sélection. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que l'Espagne d'hier soir vous a convaincu? Il a raison de n'avoir peur d'aucune sélection puisqu'ils font partie des équipes favorites. Après le match d'hier, c'est compliqué d'en tirer vraiment des vraies leçons parce qu'en face, c'est très faible et c'est un peu la difficulté avec ce format à 48 avec les 16e de finale où nous avons des matchs très déséquilibrés. L'Autriche n'était pas au niveau. Par contre, ce qui était vraiment bien, c'est qu'ils ont eu cette capacité de varier le rythme qu'ils n'avaient pas au premier tour. C'est vrai aussi que Lamine Yamal monte en puissance parce qu'il est arrivé blessé et puis il joue de plus en plus. Il n'avait pas joué le premier match? Il a joué les dernières minutes du premier match. Il joue de plus en plus en termes de minutes. Il prend de plus en plus d'initiatives. Donc effectivement, je pense qu'il arrive déjà à son niveau de forme et comme il a été reposé puisqu'il a été blessé, il peut devenir dangereux sur la deuxième partie. Un chiffre à vous donner aussi, le voici, 519 minutes. C'est le temps qu'a passé le gardien Unai Simon sans encaisser un but avec l'Espagne hors séance de tir au but. Il fait partie de l'élite aujourd'hui, Unai Simon? Unai Simon, oui et non, parce qu'en réalité, c'est surtout parce que son équipe concède très peu d'occasions finalement, parce que l'Espagne a cette capacité à avoir un football de possession défensive, puisque des fois, ils ont le ballon, mais pas pour aller forcément attaquer, mais pour le confisquer. C'est une équipe qui récupère très vite le ballon à la perte et ensuite est capable d'avoir des séquences de possession d'1 à 2 minutes. Donc, ça permet de ne pas subir beaucoup de tirs. Après, c'est un bon gardien, mais sans plus pour moi. En tout cas, cette affiche des 8e Portugal-Espagne paraît assez alléchante. Ah oui, j'espère que là, on arrive vers les matchs qui commencent à compter et je pense que c'est le premier gros choc de la Coupe du Monde. J'espère qu'il sera à la hauteur. On passe à la Coupe du Monde vue des réseaux sociaux avec vous, Valentin Cacheux. Bonjour Nina, bonjour à tous. Oui, cette semaine sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui a beaucoup fait parler, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la malédiction de la 86e minute. Je vais vous parler de ces 3 équipes africaines, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Sénégal, qui ont été éliminées coup sur coup alors qu'elles menaient au score, avec à chaque fois un but qui a été inscrit par l'équipe adverse, la Norvège, l'Angleterre et la Belgique, à la 86e minute. Alors sur les réseaux sociaux, il y a certains utilisateurs qui parlent non sans ironie de sorcellerie, et certains vont même plus loin en soulignant que Haaland, Kane et Lukaku, les 3 joueurs qui ont marqué, avaient le numéro 9. Alors effectivement, ce sont des attaquants, donc c'est assez normal, mais la coïncidence reste drôle. On finirait presque par y croire. Il y a aussi ce soutien venu de supporters d'autres équipes. Oui, tout à fait, comme ces Écossais que vous allez peut-être voir qui se sont ralliés à la RD Congo sur fond de rivalité avec l'Angleterre, ou encore ces Irlandais à la Côte d'Ivoire, tout simplement en raison de la ressemblance de leur drapeau. Un soutien qui n'aura malheureusement pas suffi aux éléphants et aux léopards pour l'emporter. Pour en revenir à la RD Congo, on a aussi vu cette séquence lunaire du sélectionneur Sébastien Desabre, qui apprend en direct le décès de son père en pleine conférence de presse. On va peut-être voir ça tout de suite à l'écran. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père, donc sincères condoléances. Merci. Hervé, comment on explique ce genre de séquence qui nous paraît lunaire? Je pense que c'est un manque de préparation, parce que il n'y a pas de certitude, mais je me demande si ce n'est pas un choc culturel, parce que pour Sébastien Desabre, c'est un événement privé, et peut-être pour le responsable de la communication congolaise, c'est un événement public. Et je pense que dans ceux qui se sont préparés, ils n'ont pas assez dit on n'en parle pas. Mais ça se voit vraiment qu'il est surpris. Ah oui. Et c'est assez...
c'est incompréhensible à ce niveau. En tout cas, côté Sénégal, c'est la colère et l'incompréhension qui dominent après la défaite des Lions de la Teranga qui menait pourtant au score jusqu'à la fin de la seconde période. Et on a eu une sortie polémique aussi de Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, après la victoire des Diables Rouges qu'on va écouter tout de suite. On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Bon, il a tenté depuis d'expliquer ses propos en disant qu'il parlait bien des équipes qui mènent et donc qui reculent pour protéger leur but et que ça ne concerne pas que les équipes africaines, mais par le reste. On va parler donc de l'équipe de France qui a été très suivie lors de cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'images et de réactions lors de leur match et autour de la compétition. Oui, et pour commencer, on peut parler de ce geste qui a beaucoup ému les réseaux sociaux. C'est ce câlin des Bleus au sélectionneur Didier Deschamps qui a appris, lui, cette semaine, le décès de sa mère. Lors du match face à la Suède, le capitaine Kylian Mbappé a couru vers Didier Deschamps après son premier but pour l'enlacer et il a été suivi par ses coéquipiers. Le capitaine des Bleus qui visait pour son comportement sur le terrain. Oui, Kylian Mbappé est-il un dictateur ? C'est un peu la question que se posent les réseaux sociaux en ce moment. Vous avez peut-être vu les quelques milliers de vidéos qui en parlent ces derniers temps. Le numéro 10 français est représenté à coups de photomontage ou d'images générées par IA en dictateur, en costume militaire. Le joueur est même surnommé Mobutu, le nom de l'ancien dictateur du Zaïre entre 1965 et 1997. Le Zaïre qui est l'actuelle République démocratique du Congo. C'est un surnom que même les Bleus utilisent, comme le montre cette vidéo de l'équipe de France. Voilà, on entend bien les joueurs qui disent appelle Mobutu. Je crois que c'est Ousmane Dembélé. C'est ça, et ensuite Kylian. Reste que les Bleus sont aujourd'hui parmi les mieux placés pour soulever le trophée cette année, et ça inquiète beaucoup les autres équipes. C'est source de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et d'ailleurs, si je vous disais que, en fait, on connaît déjà le résultat de la Coupe du Monde, ce sera une victoire 1-0 du Portugal contre le Mexique en finale après un match terriblement ennuyeux. C'est en tout cas ce qu'affirment beaucoup de publications sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et personne n'est surpris. Et en fait, elle s'appuie sur un épisode des Simpsons. Encore une fois, ouais, on a plusieurs fois attribué au dessin animé la capacité à prédire l'avenir, comme l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Dans notre cas, il s'agit d'un épisode de 1997 qui existe bel et bien, mais qui ne mentionne ni la Coupe du Monde ni l'année 2026. Il a déjà regagné en popularité en 2022 et en 2018, mais il génère particulièrement de traction cette année parce que le Mexique est l'un des pays organisateurs et que le tableau de la phase finale permettrait théoriquement une telle rencontre. Rendez-vous lundi prochain pour savoir si les deux équipes se qualifient pour l'écart. Merci beaucoup Valentin. Merci. Cacheux, on passe au match du jour. Il y en a 3, Cérine. Oui, il s'agit des 3 derniers des 16e de finale. Ils se déroulent ce soir à 20h, heure de Paris. L'Égypte affronte l'Australie. À minuit, l'Argentine sera opposée au Cap-Vert. Et à 3h du matin, Colombie, Ghana. Avant d'y revenir avec vous, Hervé, cette information, l'info du jour, confirmée tout à l'heure, le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, a présenté sa démission ce matin. Ça fait suite à l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay en 16e de finale, perçu comme une humiliation par les Allemands. Hervé, ce départ, est-ce qu'il est logique ? Je rappelle que Nagelsmann, il est arrivé il y a 3 ans à la tête de la sélection. Oui, c'est logique parce que il a raté son tournoi, il a fait des choix forts lui aussi à travers à la fois la sélection des joueurs, le retour de Neuer et puis les positions qu'il leur a attribuées. Donc oui, c'est une démission logique. A priori, la fédération allemande est en discussion avec Jürgen Klopp pour prendre sa place. Jürgen Klopp, en ce moment, on l'annonce partout, puisqu'il est disponible. Je ne sais pas, on verra, parce que pour moi, Jürgen Klopp, c'est encore un entraîneur de club. Alors, j'ai cité tout à l'heure les 3 matchs du jour. Lequel est à regarder absolument ? Il faut absolument regarder lequel pour vous, Hervé ? Si on aime les stats, Cap-Vert, Argentine, pour voir si Messi va continuer. Et puis, je serais curieux de voir ce que l'Égypte fera. Pour l'instant, le Maroc est la seule équipe africaine qualifiée. Difficile quand même d'imaginer un exploit du Cap-Vert face à l'Argentine ? Non, ils ont déjà fait leur exploit. Ils sont sortis des poules, ils ont fait 3 matchs. C'est déjà un exploit pour eux. Et aujourd'hui, c'est leur jubilé en fait de jouer contre l'équipe championne du monde et contre Messi. Ce soir, du côté de l'Égypte, Mohamed Salah devrait bien être présent, lui qui s'était blessé au dernier match. L'Égypte n'a gagné qu'un seul match jusqu'ici, c'était face à la Nouvelle-Zélande. Ils sont favoris ce soir face à l'Australie ?
Oui, non, ils ne sont pas favoris. C'est 50-50. 50-50, mais comme je dis, ce serait intéressant parce que l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, avait cette particularité d'avoir l'essentiel de son effectif qui joue localement. Et donc, c'est là, pour le coup, c'est du vrai football africain avec des footballeurs d'origine qui jouent sur le continent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'ils sont favoris. Les Australiens, c'est au moins 50-50. La Colombie, elle a plutôt bien réussi sa phase de poule. Ce soir, elle est opposée au Ghana. Elle a terminé première, d'ailleurs, de sa phase de poule devant le Portugal. Ça va être difficile ce soir pour le Ghana ? Oui, le Ghana, c'est... Quel Ghana on va trouver Quel Ghana on va trouver. Mais je pense que le football sud-américain est le football qui correspond le mieux à ces joueurs ghanéens qui pourront avoir la vitesse et la puissance physique à opposer au jeu plus en rythme des Colombiens. Merci beaucoup Hervé Kouamouo d'avoir été avec nous. Merci à vous également Valentin Cacheux. Avant de refermer ce journal, une pensée, comme tous les jours, pour notre confrère Christophe Glaise, un journaliste sportif arrêté en Algérie il y a plus de 2 ans, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il effectue un reportage. Son seul espoir de libération repose à présent sur une grâce présidentielle. Merci Cérine Bay, merci aussi à vous Hervé Kouamouo et Valentin Cacheux. On retrouve toutes les informations sur le mondial sur tous nos réseaux sociaux. Merci pour votre attention. Dans quelques minutes, vous retrouvez Nabia Makloufi pour Autour du Monde. À très vite sur France 24.